Quand je veux. Eh ben c'est maintenant. Bonjour tout le monde, du coup. Alors j'allais dire à toutes et à tous, mais c'est beaucoup à tous, je crois. C'est pas grave. On sait que c'est un, voilà, on sait que c'est un des risques du métier. Alors, on va faire un petit peu d'inception, et puis on va ouvrir la présentation d'Atrium dans Atrium. Comme ça, vous verrez déjà un petit peu ce que ça fait. Donc, je vais me connecter en OpenID Connect. Voilà, tac. Ce truc du boulot. Voilà. Ah, ma souris. Voilà. Et donc, alors ça, c'est pas du Rust, c'est du Flutter, hein. C'est le back qui est en Rust, le front est en Flutter. Voilà, comme ça, vous le saurez. Je vous vends pas du rêve sur le front. Et on va donc ouvrir la présentation est là. Voilà. Il faut juste que je retrouve le bouton pour mettre en plein écran et ça sera parfait. C'est pas ça. Quelqu'un sait comment on fait pour mettre en plein écran? Voilà, c'est là. Impeccable. Ok, c'est bon. Le plus dur est fait, tout le reste, ça va être facile. Donc, Atrium. Alors, je vais d'abord me présenter et puis je présenterai après Atrium, puisque c'est le but, hein, de l'opération. Alors, qui suis-je? Donc, je suis fonctionnaire territorial. Voilà. Alors, c'est peut-être l'image que vous avez des fonctionnaires territoriaux pour certains. Donc j'espère aujourd'hui vous montrer qu'elle n'est pas complètement juste, parce que déjà, on joue beaucoup plus au tarot qu'à la belote. Et puis, parce qu'on est capable aussi de faire un peu d'innovation dans la fonction publique territoriale. Alors qui suis-je? Je suis pas non plus, je suis pas un développeur rockstar. J'aime bien faire des choses qui marchent. Je suis très curieux évidemment, mais comme vous tous, hein, parce que sinon vous seriez pas là aujourd'hui. Je suis pas non plus une ultra brute, ni en Rust ni en quoi que ce soit. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer à quel point je suis super bon, j'ai fait un truc extraordinaire en Rust, c'est plutôt de vous expliquer à quel point finalement, en y allant petit bout par petit bout, c'est pas si compliqué que ça de faire des choses qui marchent en Rust en prenant les bons frameworks. On en reparlera après. Donc c'est raisonnablement facile jusqu'à un certain point. Quand on commence à parler de pin et d'unpin, etc., il y a des fois, il faut se gratter un petit peu la tête, il faut aimer un peu souffrir, ce qui fait un double sens, voire un triple sens sur cette image pour ceux qui retrouveront la référence à Hellraiser. Donc si je me présente un peu plus formellement, donc Nicolas Pernoud, je suis architecte du système d'information à la métropole de Lyon. Je travaille sur les questions logicielles, de DevOps, d'identité, d'access management, d'API, etc. J'ai également une activité annexe, alors que j'ai intitulée de manière extrêmement originale Nicolas Pernoud Conseil. Voilà, si ça vous intéresse, on peut discuter après de missions éventuelles, mais c'est pas pour ça que je suis là ce soir pour l'instant. Donc Atrium, c'est quoi? Atrium, c'est un serveur web, donc avec une gestion automatique des certificats Let's Encrypt. Il est aussi donc reverse proxy filtrant avec une authentification, donc locale ou OpenID Connect, hein. Euh, Reverse Proxy supporte les WebSockets. Il fait serveur de fichiers WebDAV, donc à la fois avec son interface que je vous ai montré très très rapidement en passant et puis que je remontrerai un petit peu, à la fois avec un montage WebDAV classique comme vous pouvez avoir sur Windows ou sur Linux. Il est capable également de chiffrer les fichiers côté serveur. Donc il a une interface web et mobile native pour la configuration et l'utilisation. Donc l'interface en Flutter principalement parce que je voulais une vraie app mobile, donc j'ai pas trop regardé les alternatives WebAssembly ou autres. Il est raisonnablement rapide. Alors vous pourrez vous amuser à refaire le test. Il y a un script de test, hein, qui est dans le dépôt. Sur un reverse proxy très simple, dans du Docker, Nginx fait 16 000 requêtes secondes, Atrium fait plus finalement. Alors évidemment, c'est dans des cas de test particuliers, mais en tout cas, c'est raisonnablement rapide, voire plus rapide que certains ténors du marché, sauf si j'ai raté mon test. Je vous laisserai vérifier s'il est bien légitime. Parce que forcément, j'ai peut-être eu un petit biais de confirmation. Donc il log avec la localisation IP, donc avec du GeoIP, et on l'utilise donc à la métropole pour sécuriser l'accès à des applications, donc via OpenID Connect évidemment. Gérer, ouvrir les fichiers à distance, notamment dans un cadre OpenShift. C'est souvent qu'on ait besoin d'un petit navigateur pour aller pousser des trucs sur des volumes dans OpenShift ou enfin Kubernetes. Exposer des applications sur Internet à des fins d'expérimentation. Je vous ferai une petite démo après de ce cas d'usage juste après.
Alors, est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau serveur web? Alors, non. Nginx, Nextcloud et Certbot auraient fait exactement la même chose. Mais alors, Nextcloud, c'est assez lourd. Moi, justement, à un moment donné, j'ai essayé de jouer plusieurs vidéos en même temps sur Nextcloud et on plante facilement en Nextcloud, en fait. Tout n'est pas très intégré. Et donc, moi, j'avais envie de faire ce serveur web qui correspondait exactement à mes besoins. Et donc, alors, je ne sais pas qui est Pete Cordell, mais je trouve cette phrase que vous avez peut-être déjà rencontrée extrêmement juste. Voilà. Je vous laisse, enfin pour ceux qui ne seraient pas anglophones, c'est dire un programmeur qui a déjà une librairie, donc en l'occurrence là un programme qui fait quelque chose, c'est la même chose que de dire un auteur de chansons qui a déjà une chanson à propos de l'amour. Voilà, ça n'empêche pas de le refaire. Alors c'est livré comment? Donc sur mon GitHub, Atrium, voilà. Donc c'est entièrement libre, GPLv3 évidemment. Donc on le retrouve sur le Docker Hub avec plusieurs architectures, hein. Alors principalement sur Linux, hein, il n'y a pas il y a pas de version compilée sur Windows. Et donc en x64, ARMv6 et ARM64, on pourrait compiler pour d'autres cibles si, voilà, je ne l'ai pas fait, mais c'est assez facile. L'APK du front est en release sur GitHub. Donc si vous allez sur GitHub, vous cherchez les releases, vous trouverez que l'APK du front qui permet d'installer. L'application, elle est sur le Docker Hub. Vous pouvez aussi évidemment la compiler vous-même. Voilà, en termes de documentation, il y a un fichier de configuration commenté et des exemples de déploiement qui devraient normalement, si le sujet vous intéresse, vous permettre de faire les premiers pas. Alors, je vais revenir sur ma démo du coup pour vous montrer un petit peu plus l'application. Donc là, elle est sur un serveur qui est chez Scaleway, donc je suis déjà connecté. On a les applications ici qui sont exposées. Donc là, alors c'est vraiment l'inception de l'inception. Par exemple, le OnlyOffice dont je me sers pour éditer mon fichier, il est lui-même reverse proxié par Atrium. On le voit ici. J'ai des machins dans tous les sens, hein, du monitoring, donc ça c'est du Grafana, vous aurez reconnu, etc., etc. Ça fait aussi service de fichiers statiques. Donc ça c'est un chose, on a tout un projet autour de ce qu'on appelle le self-data à la métropole. Je ne vais pas revenir dessus, surtout que c'est pas écrit en Rust, c'est écrit en Go. Mais voilà, c'était un site statique pour aller présenter ça. Et on peut reverse proxy à peu près n'importe quoi. Là, j'ai un OcoDB par exemple, qui est reverse proxy par Atrium. Donc là, on peut l'ouvrir soit avec la petite interface dans une WebFrame ici, soit directement dans un nouvel onglet. Et donc chaque projet reverse proxy vit sous un nom, un sous-domaine. Donc là, c'est NocoDB. Et on peut s'amuser, pour vous montrer que ça marche, on peut s'amuser à en créer un nouveau, par exemple, en reverse proxyant un peu n'importe quoi. Par exemple, exemple.com. Donc si... alors donnez-moi un nom d'hôte, là vous verrez que c'est pas du chiquet, n'importe quoi, un nom. Pomme, allez, pomme, ça marche. Alors donc on va le mettre sous l'autre pomme, donc on va dire que c'est un proxy, donc on va pas mettre de sous-domaine pour l'instant, et on va dire qu'il va sur www.example.com. Voilà. Alors, pour l'instant je sécurise pas l'application, on verra après ce que ça fait, et puis ça on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Voilà, tac. Donc normalement c'est bon, j'ai pas fait de bêtises dans la configuration. Alors, donc évidemment, effet démo. Non, alors c'est pas grave. Là, ce qui se passe, mais je pensais l'avoir corrigé. Je pensais que j'avais mis tout simplement un timer. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de récupérer le certificat Let's Encrypt mis à jour. Et donc il va relancer le serveur. Mais normalement, je sais pas pourquoi normalement, donc c'est normal que ça pédale dans la spool, mais normalement mon front est censé attendre que ça soit fait. Donc c'est pas grave, on va attendre qu'il l'ait fait. Voilà, donc ça met plus ou moins longtemps, mais on va lui laisser le temps de faire. Ça dépend de Let's Encrypt, c'est-à-dire qu'il faut que Let's Encrypt me donne le nouveau certificat. Je vous expliquerai un petit peu après en détail comment ça fonctionne. Voilà. Alors, évidemment, c'est dès qu'on fait une démo que c'est lent, mais quand même vérifier que tout va bien. On peut passer en SSH chez Zenica? Bon. Non, non. Non, non, mais tout va bien. Vous inquiétez pas, j'ai juste vérifié qu'il n'y ait pas un problème d'effet démo. Mais ah bah oui, non, mais c'est un serveur de démo. C'est un serveur de démo. Non, c'est un serveur de démo, vous inquiétez pas. Ah bah voilà, évidemment. Bon, erreur Let's Encrypt. Voilà, c'est bon. Non, voilà, c'est bon.
Donc j'ai mon exemple. Voilà, on a vu que donc j'ai mon exemple domaine qui a été reverse proxy. Donc c'était juste une petite latence Let's Encrypt. Donc si je l'ouvre dans un nouvel onglet, on voit que j'ai pom.dag.alpha.lang.com. Et donc si on va inspecter le certificat, alors ça c'est ce que fait Certbot, hein, ça va pas bien plus loin, c'est pas très innovant. On voit qu'il m'a créé, donc il m'a rajouté un non SAN avec POM. Voilà. Ni plus ni moins, c'était juste un petit peu de latence côté Let's Encrypt. Donc ça fait ça, et c'est capable du coup de sécuriser les applications. Donc si là je dis de sécuriser mon application et que je vais donc y accéder en navigation privée. Là, il va me jeter et donc il va falloir que je m'authentifie, je vais arriver sur la mire, etc. Donc soit en OpenID Connect, soit en local. Donc c'est voilà, proxy filtrant. On a aussi un mode qui permet d'avoir qu'un seul site qui est reverse proxy et du coup de ne pas afficher l'interface. On s'en sert pas mal à la métropole pour vraiment faire juste un proxy filtrant OpenID Connect. Donc je reviens à mes moutons. Donc ça fait aussi, comme vous l'avez vu rapidement tout à l'heure, donc WebDAV avec son petit gestionnaire de fichiers intégré. Donc avec de la prévisualisation de plein de types de fichiers, alors des TXT évidemment. Vous avez vu l'intégration en e-Office. Ça fait, alors ça lit des vidéos, mais ça c'est un MKV, donc je pense pas que ça lit en natif avec le navigateur. Donc je crois pas que le navigateur va le lire. Ça affiche les images, ça lit les MP3 aussi, etc., etc. Enfin c'est un petit système un petit gestionnaire de fichiers. Il y a également un monitoring très léger qui permet d'avoir quelques métriques sur le système. Et donc, on peut gérer les utilisateurs de cette manière-là. Voilà, donc ça va pas plus loin que ça. Si je reviens à ma présentation, hop là, voilà, j'y suis. Donc, voilà, je vous ai tout montré, parfait. Donc, ce que ça fonctionne, vous l'avez vu, donc ça expose des services sous forme de sous-domaine. Ça génère donc un certificat avec des noms de domaines alternatifs. Donc, alors tout passe par le 443, c'est via LPN, c'est-à-dire il n'y a pas de, on n'utilise pas le port 80 avec un challenge well-known, etc. C'est vraiment tout sur le port lui-même 443 qu'on fait ça. Donc, on peut laisser passer sans authentification ou sous réserve d'être authentifié. Et donc, il y a une gestion des groupes aussi. Hein. Ça, là, je ne l'ai pas montré, mais mon utilisateur, je peux mettre des groupes sur les applications et des groupes sur les utilisateurs. Alors les groupes peuvent soit être hérités de la connexion OpenID Connect, soit être hérités des utilisateurs ici. Là, par exemple, si je prends un utilisateur local, par exemple Nathan, voilà, regardons Nathan. Voilà, donc lui, il fait partie de ces groupes-là et donc il ne sera accepté que dans les applications qui ont moins de ces groupes en commun. Enfin, c'est assez classique, mais ça fonctionne comme ça. Voilà, donc c'est fédéré OpenID Connect, comme vous l'avez vu, donc c'est OS2 User Info. Donc voilà pour la démo. Alors pour le reste, donc le front-end est en Flutter. Le back-end est en Rust, donc avec des morceaux qui sont hyper, vraiment quasiment natifs, et toute la partie routage qui est avec Axum. Alors il n'y a pas de base de données, donc tout se configure via trium.yaml, il y a un fichier de config, donc c'est scalable, on peut en mettre plein à côté. Si on partage le fichier de config, on partage la configuration de Trium. Donc une partie est accessible en mode graphique, vous l'avez vu, hein, c'est le fait de pouvoir exposer rapidement des services avec le mode graphique. La partie sécu, donc c'est un cookie opaque chiffré qui permet de sécuriser l'application. Donc ça c'est pratique aussi pour la scalabilité puisque le cookie est sans état, il n'y a pas d'état côté serveur, donc on peut en instancier autant qu'on veut, tant qu'on a la clé du cookie qui est dans le atrium.yaml qui est partagé. En termes donc si on commence à aller un peu plus technique, donc pour des raisons de performance, alors notamment parce que j'ai un container sous Linux qui part de Scratch, donc qui compile avec une cible muzzle. Ça c'est très bien parce que ça fait des containers très légers avec une surface d'attaque minimale, etc. Mais en termes de performance, c'est pas terrible. Donc j'ai mis l'allocateur mémoire Mimalloc, alors qui est un allocateur de Microsoft qui est utilisé très largement, notamment dès qu'on a besoin de performance dans les moteurs de jeu. C'est dans l'Unreal Engine par exemple, c'est Mimalog qui est en jeu. Donc voilà, ça permet vraiment de gagner en performance au profit, au détriment d'un petit peu de consommation mémoire. Donc il y a des tests automatisés évidemment et c'est intégré en continu via les GitHub Actions. Du coup, Retex. Rust ça marche, voilà, on y arrive à faire ce type de développement avec Rust et c'est pas trop douloureux, et notamment grâce à Axum, hein. Moi j'avais fait de l'Actix et du Requête avant et vraiment Axum est beaucoup plus simple parce qu'il permet de composer facilement les routeurs, les fonctions, etc., d'avoir des fonctions qui sortent un routeur et qu'on va réintégrer dans un autre truc, ce qui était plus dur à faire avec Actix parce qu'il y avait des types qui n'étaient pas forcément publics. Voilà, les middleware, pareil, ceux qu'on fait du Actix et qu'on essaie de faire un middleware avec Actix, c'est quand même pas évident,
c'est beaucoup plus simple avec Axum parce que c'est une fonction qui prend une requête et qui envoie une réponse, qui la modifie. Voilà, donc il y a quelques points durs, hein. Dès qu'on commence à parler d'async, de npin, etc., et donc de traits asynchrones finalement qui n'existent pas encore, et de vouloir implémenter des méthodes, enfin des traits comme async write ou async read sur ces structures, c'est vite un peu galère quand même. Il faut bien comprendre ces affaires-là. Donc on s'en sort quand même, mais c'est vite un peu galère. Il y a beaucoup de dépendances quand même dans les inconvénients. C'est-à-dire que ça, c'est un serveur web, mais en fait, on tire beaucoup de choses. On tire à un moment donné, je fais du WebDAV, donc il y a du XML, donc je tire une librairie qui parse du XML. Enfin voilà, il y a vite pas mal de dépendances. Et puis il y a encore quelques librairies qui utilisent des mécanismes, enfin des réacteurs d'asynchronisme qui sont pas Tokyo et qui retirent encore des dépendances. Donc ça, on arrive quand même pas mal enfin assez vite à pas mal de dépendances. Et il y a les features justement de ces dépendances qui sont à configurer. Alors des fois, c'est un peu galère parce que si on veut optimiser, on va essayer d'avoir juste le set de features minimum. Et c'est pas si simple que ça d'aller trouver le bon set. Les temps de compilation sont relativement longs. Et donc sur Mimalog en particulier, il y a des trucs des fois un peu bizarres. C'est-à-dire que par exemple sur ARM 64, sur un Raspberry Pi, ça marche parfaitement. Sur les serveurs d'Oracle, ça marche pas. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi. Je sais pas combien de temps il me reste. À peu près 10 minutes, c'est ça? Il me reste 14 minutes? C'est parfait, je suis allé très vite. Ok, ça me permet de montrer un peu de code, parce que c'était aussi le but, hein, de voir un petit peu du code. Donc là, j'ai organisé les choses de manière, on va dire, par ordre de difficulté croissante. Donc, raté. Oui, parce que du coup, il faut qu'évidemment... Ah! Voilà. Si je regarde le bon écran, ça fait mieux. Donc, il faut que j'arrive à suivre les liens dans LibreOffice. Voilà. Mais ça, c'est considération ergonomique. Donc, je crois qu'en appuyant sur CTRL, voilà, parfait. Donc, je vais montrer un peu de code. Alors, je vais zoomer, hein, vous inquiétez pas. Alors, l'idée, c'est pas... Ouais, sauf que là, j'ai pas ouvert le bon test, mais c'est pas grave. On va y arriver. Voilà. Voilà, donc c'est simplement pour montrer vite fait quelques petits exemples de code pour illustrer plutôt le propos que j'ai tenu avant. Donc, alors c'est vraiment très zoomé là peut-être. Voilà, ça va peut-être faire mieux. Donc en gros, donc Atrium crée un serveur en fait. Et ce serveur, on peut soit le démarrer vraiment en mode prod avec Let's Encrypt et tout le tout team, soit s'en servir pour les tests notamment. Et donc pour lancer les tests en parallèle, on peut démarrer plein de serveurs sur plein de forts différents en parallèle. Donc il y a une fonction qui permet de créer en fait un serveur. Et donc un serveur, c'est un routeur Axum. Donc on va pouvoir lui injecter un état. Donc cet état, on va pouvoir notamment avoir la configuration dedans. Donc ça c'est assez simple. Alors c'est de plus en plus simple en plus avec les nouvelles versions d'Axum. On va avoir un app state et on va le nourrir avec ce qu'on veut dedans. On va pouvoir créer ces petits routeurs de manière complètement indépendante. Donc là, j'ai un routeur qui est le routeur de gestion des utilisateurs, par exemple. Et donc chacun a sa petite route. Alors, elles sont préfixées par API, machin, parce qu'apraprès, je les merge, je les nest pas pour des raisons de performance. Il y a une petite différence de performance entre merge et nest. Et pour un reverse proxy, c'est important. Donc c'est pour ça que vous voyez le préfixe qui se répète. Ce n'est pas un bug, c'est volontaire. Donc pareil pour le routeur des admins, hein, qui a des routes qui sont réservées aux admins. Le routeur principal, donc avec une route de reload que j'ai utilisé tout à l'heure pour recharger ma configuration et donc régénérer les certificats quand c'est le cas. Des routes, les routes d'authentification, etc. Et c'est là où on peut aller merger ces routeurs, donc admin, user, etc. La partie NeoFIS pour l'enregistrement des documents. Et ensuite, on va pouvoir, alors ça c'est un peu particulier, on va pouvoir composer ces services en disant j'ai mon routeur, je lui mets un fallback service qui va servir le front. Donc c'est vraiment très très simple de dire en gros, si ma route elle correspond à une route connue, tu fais ce qu'on t'a demandé, tu utilises le handler qu'on t'a demandé. Sinon, tu me sers l'asset du front qui va bien. Et donc pour la partie proxy, j'ai un routeur qui est propre au proxy. J'en ai un donc principal et j'en ai un qui, quand il est marqué unsecure, c'est qu'il accepte les certificats auto-signés. Donc il y a une option dans le fichier de conf pour dire je veux pouvoir reverse proxy quelque chose qui expose un certificat auto-signé. C'est parfois utile en local quand vous avez une application qui démarre sur un port et qui fait son certificat.
Donc pareil pour le WebDAV, hein, il fait un routeur. Et ensuite, on va donc matcher en fait sur le type d'hôte. Donc il va regarder en fonction. Donc lui, dans sa configuration, il a la liste des hôtes possibles, hein, avec les sous-domaines. Et en fonction de ça, donc il va affecter un type d'hôte. Et donc si c'est un type statique, il va servir statiquement le HTML en gros, et puis tout ce qui va avec. Si c'est un reverse proxy, il va le reverse proxyer. Si c'est un reverse proxy avec pas de vérification, il va reverse proxyer de la même manière. Et pareil avec la partie WebDAV. Donc ça, c'est assez propre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait one shot renvoyer une requête. Donc one shot une requête sur un autre serveur, un autre handler, un autre routeur, pardon. Et on arrive à composer comme ça les choses assez facilement. C'est vraiment très agréable finalement à faire. Et puis on peut ensuite, en fonction de rajouter des middleware, en fonction de conditions. Par exemple, si je suis en mode debug, je vais avoir un middleware de debug, sinon j'en ai pas, etc. etc. Donc voilà, franchement, par rapport donc j'avais essayé principalement Rocket et Actix, mais Axum est vraiment très agréable à utiliser. Et on arrive à faire des choses assez facilement. Donc voilà pour la base, on va dire. La partie test, parce que j'aime bien, enfin il y a pas mal de tests dans Atrium, notamment pour vérifier plein de choses, hein, vérifier qu'on n'arrive pas sans jeton d'authentification, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Donc là typiquement, on va vérifier qu'un utilisateur non logué n'arrive pas à faire un certain nombre de choses. Et là du coup, alors les tests, j'ai volontairement pas utilisé les mécanismes de test d'Axum de manière à rester indépendant du framework. Par contre, c'est assez simple. Du coup, je crée mon app en utilisant le même code que vous venez de voir. Donc avec un sous-ensemble de code qui permet d'avoir un serveur sur un port aléatoire. Et ensuite, je vais utiliser tout simplement request, donc un client qui est intégré à l'app, mais qui est un client request, pour aller faire mes requêtes, donc en injectant le port qui a été créé de manière aléatoire. Et je vais vérifier voilà, plein de choses, hein, donc que je ne peux pas récupérer l'utilisateur actuel, que je ne peux pas rajouter un utilisateur, etc. Donc ça permet de faire des tests. Une fois qu'on a fait un petit peu toute cette partie de création de l'app de test, ça permet de faire des tests assez facilement, parce que finalement c'est requête-réponse. J'envoie telle requête, et puis je vérifie que j'ai bien la bonne réponse. Donc c'est pas bien plus compliqué que du Postman ou des choses comme ça, si vous connaissez. Donc voilà, on va aller un peu plus dans l'ésotérique. Alors la gestion des certificats Let's Encrypt, alors ça je vais montrer rapidement, mais donc j'ai pas beaucoup de crédit là-dessus, hein. C'est une bibliothèque dont j'ai perdu le nom, mais qui fait ça, qui s'appelle, je sais plus, mais bon, enfin la bibliothèque Acme. Simplement, donc le principe est le suivant. Donc on va créer un acceptor. Donc un acceptor, c'est quelque chose qui est finalement un espèce de proxy en amont du serveur Axum. Et donc cet acceptor va s'occuper d'exposer les certificats et de les générer donc avec la configuration qu'on aura bien voulu lui donner. Donc c'est assez simple. Voilà, cette partie Let's Encrypt, elle est assez simple. Alors après, elle est enrubannée dans un truc un peu plus compliqué, parce que justement le mécanisme de rechargement que je vous ai montré tout à l'heure, qui m'a donné une petite sueur froide. Mais voilà, faire du Let's Encrypt, intégrer un serveur en Rust en utilisant Axum et cette bibliothèque, c'est finalement assez simple. Donc la partie reverse proxy, ah oui, si je clique ça, c'est bon. À partir reverse proxy, donc finalement reverse proxy c'est pas très compliqué en fait, hein, vous l'aurez probablement deviné, c'est quelque chose qui fait alors ça je m'étais inspiré, j'ai mis la référence, j'étais inspiré d'un truc qui a été discontinué, donc que j'ai repris, que j'ai pas mal redéveloppé. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez simple, c'est-à-dire ça fait des requêtes et ça récupère la réponse et ça la renvoie, donc sous forme de flux évidemment, hein, parce que sinon quand on veut reverse proxyer des vidéos et autres, si on chargeait tout en mémoire à chaque fois, ça serait pas bon. Et puis voilà, il y a pas mal de petites subtilités, mais finalement si je retrouve la requête, voilà, donc on va créer une requête proxifiée, on va bricoler un peu les headers, etc. On va pouvoir manipuler facilement donc les shams, les authorities, pour pouvoir renvoyer vers le service cible. Et puis ensuite, on va envoyer tout simplement la requête. Voilà, on va appeler le serveur cible, ni plus ni moins. Là où c'est un tout petit peu Sioux, c'est pour la partie WebSocket, c'est-à-dire qu'il faut aller pouvoir récupérer la connexion TCP et proxifier du WebSocket. Ça c'était un peu plus Sioux, c'était un peu Sioux à tester aussi, mais ça se fait assez bien.
Voilà pour cette partie-là. Je vous laisserai poser des questions après, hein, bien entendu, si vous le souhaitez. Et là, donc c'est la partie, ça c'est les parties qui font un peu plus mal. C'est les parties où donc je me suis amusé. Alors j'ai une structure en fait, qui est une structure de fichier donc qui est propre à Triumph. Faut que je la retrouve là-haut. Alors c'est un peu, excusez-moi, l'exercice de montrer du code en live n'est pas forcément évident. Donc c'est un fichier en fait qui contient un fichier, donc un fichier Tokyo, dans lequel il y a une clé qui peut, donc il y a une option. Et donc si on utilise, s'il y a une clé, on va chiffrer le fichier par morceaux, parce qu'évidemment on ne peut pas s'amuser à monter le fichier en mémoire, à le charger entièrement et à le chiffrer entièrement et à le descendre. Au niveau du serveur, il suffirait que 2-3 personnes aient l'idée de faire ça sur des gros fichiers en même temps, et puis ça ne marcherait pas. Donc on va chiffrer le fichier par morceau, c'est-à-dire qu'on va mettre un en-tête. Dans cette en-tête, on va lui mettre un vecteur d'initialisation. On va lui mettre, je crois, le nombre de morceaux. Et puis ensuite, chaque morceau va contenir finalement la référence, va contenir un élément qui permet d'avoir le vecteur d'initialisation du morceau d'après. Donc ça, c'est bien connu, hein, c'est ce qu'on appelle des AEAD. Ça, il y a l'algorithme que j'ai utilisé, c'est XChachaPoly. Alors, ils ont des noms absolument barbares, mais c'est des choses qui sont pas. Voilà, ChachaPoly, Chacha20 Poly 1305. Donc voilà, c'est celui qui va bien. Donc c'est des noms barbares. Donc ça, c'est pas compliqué. Ça se trouve très bien dans la littérature. Ce qu'il est un peu plus, c'est d'arriver à implémenter ça proprement, y compris quand on a le cas, voilà, de savoir comment je me positionne dans mes chunks, et notamment de pouvoir avoir la possibilité on a parlé de vidéo tout à l'heure, de pouvoir avoir une range. C'est-à-dire que quand on va faire une requête HTTP sur un fichier de vidéo, par exemple, on ne veut pas le récupérer en entier, on va pouvoir donner une range d'octets et récupérer juste ce qui nous intéresse. Et donc ça, il va falloir aller naviguer donc, entre la représentation finale du fichier, qui est le fichier déchiffré, que le navigateur connaît, et celle que le serveur connaît, c'est-à-dire le fichier avec son en-tête et ses différentes donc chiffrées avec ses différents morceaux. Donc ça, c'est pas compliqué en soi, mais du coup, j'ai été obligé, entre guillemets, parce que donc en Rust, les traits asynchrones ne sont pas aujourd'hui officiellement implémentés. Donc quand on veut implémenter par exemple async write ou async read, donc qui sont des traits qui sont portés par Tokyo, on va devoir implémenter en fait les futurs, donc les pools, etc. Et ça devient complètement abscon. Donc moi, j'ai finalement choisi de pas implémenter les traits et de mettre en place des méthodes qui sont tout simplement copy from et copy to. Hop, raté, je n'avais pas cliqué. Voilà, donc copy from ou copy to qui permettent de copier cet objet chiffré, ce fichier chiffré, vers un stream non chiffré qui est par exemple ce qui est servi ce qui est finalement servi par le serveur. Voilà, donc c'est là où on se pose la question de dire j'ai besoin que ce vers quoi je copie. Donc là typiquement je veux chiffrer un fichier, je vais récupérer quelque chose qui est async read et je vais le transformer en fichier chiffré, donc je vais de manière sous forme de stream, hein, donc par morceau comme on l'a dit. Et là donc c'est là où il faut que mon machin pour lequel je vais implémenter, que je vais dont je vais tirer la donnée, soit async read, donc ça c'est normal, et c'est là où on se pose la question du unpin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc finalement ça se passe bien parce qu'on met unpin, parce que dans ce cas-là il est bien gentil, le Tokyo l'async reader de Tokyo il est unpin, mais en gros ce qu'il faut retenir pour ceux qui connaissent pas tout ça, c'est que ce qui est unpin c'est gentil et ce qui est pin c'est beaucoup moins gentil. Voilà, mais c'est là où on se pose un peu ces questions-là et on se dit tiens, pourquoi ça marche pas, il faut que je rajoute ce truc-là, et donc on va un peu décortiquer. Donc si on veut rentrer dans les détails, en gros quelque chose qu'unpin, c'est quelque chose qui accepte d'être baladé sur le tas. Donc le tas mémoire de manière sans problème. Quelque chose qui est pin, et il va vouloir rester sur le tas, on va pas pouvoir l'enlever facilement, et donc il va falloir trouver des astuces pour le faire. Voilà pour la partie code. Alors, il y aurait plein d'autres choses à montrer évidemment, mais je vais m'en arrêter là. Je reviendrai s'il y a des choses qui vous intéressent en particulier. Juste pour finir, donc voilà, c'est un projet. Alors principalement,
au début personnel, mais là on finit par s'en servir au boulot, donc il est à mi-chemin, on va dire, entre la zone pro et la zone perso. Pour autant, voilà, c'est un projet aujourd'hui je porte entièrement tout seul. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de contribuer, alors il y a plein de choses, il y a plein d'idées que vous pouvez avoir évidemment. Moi j'ai déjà quelques idées. Alors aujourd'hui je tourne le code de test Litmus, qui est le code de test de vérification de conformité WebDAV. Donc c'est un programme C qui est tourné dans les GitHub Actions de manière externe. On pourrait s'amuser, et j'en ai déjà fait une partie, à réimplémenter ce code de test en Rust exactement comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça éviterait d'avoir une dépendance à une librairie externe juste pour la partie build, et ça serait relativement facile. Notamment, on pourrait en plus jouer sur le mécanisme de log. J'ai un mécanisme de log évolué qui fait que quand on est en mode debug, il log absolument toutes les requêtes, tout le contenu des requêtes et tout le contenu des réponses. Et donc en bricolant ça, on pourrait s'amuser presque à lui faire générer du code de test. On pourrait donc une fois qu'on a fait ça et que ça rendrait les tests plus faciles, on pourrait s'amuser à refactoriser des choses. Donc typiquement, ce que je viens de vous montrer, hein, la partie chiffrement, voilà, il y a des trucs. Alors quand les traits asynchrones seront sortis, il y a peut-être des choses qu'on pourra refactoriser plus simplement. On peut s'amuser à compiler, à tester sur d'autres architectures et OS, ça se passe en général très bien. C'est juste que j'ai pas fait parce que j'ai pas eu besoin. Améliorer la doc, etc. Et puis après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc si vous avez envie de contribuer sur un projet libre, voilà, si ça vous plaît, les contributions sont bienvenues. Si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'installer chez vous, etc. et me faire des retours, bien entendu, c'est possible aussi. Voilà, les questions sont bienvenues, bien entendu. Merci. Oui, alors j'avais pas envie de tirer. Voilà, je suis un peu maniaque des dépendances. J'avais pas envie de tirer une dépendance supplémentaire. Et vu que j'ai finalement mon code pas bien propre se limite à une centaine de lignes, voilà. Mais oui, je me suis effectivement posé la question, mais je me suis dit on va attendre que ça soit dans le truc parce que voilà, pour cette raison-là. Normalement, c'est octobre ou quelque chose comme ça, je crois. Mais bon, voilà. Ouais. Alors, j'ai pas tout à fait compris quelle était la séparation en gros entre qu'est-ce qui est géré par le code vraiment et qu'est-ce qui est hébergé en parallèle. Enfin, typiquement le Atrium Office. Est-ce que c'est dans le code qu'il y a LibreOffice? C'est quel OnlyOffice. Alors, Est-ce que c'est dans le code ou est-ce que c'est non. hébergé par Alors, en fait, Atrium? c'est une bonne question et la réponse est toute simple. C'est tout est dans Atrium sauf ça. Voilà. C'est-à-dire que donc tout ce que vous avez vu, c'est Atrium. Alors des parties qui sont au front, évidemment, des parties qui sont au back. En gros, le back, il fait du reverse proxy, du serveur WebDAV et il expose les API qui vont bien. Par exemple, typiquement, l'API qui permet de manipuler les users, etc. Et puis ça qui permet d'avoir des métriques simples, par exemple. Donc tout ça, c'est le back en Rust qui fait ça. Le front en Flutter ne fait que interroger ça de manière assez simple. Hein. Je suis pas un grand ayatollah du front. Moi, j'ai fait du Flutter parce que j'aime pas le front. Et du coup, avec Flutter, c'est raisonnablement simple de faire du front sans se poser trop de questions. Et ça va bien. Et donc, en gros, ça fait des appels API, mais c'est un front qui a finalement très peu d'intelligence. L'intelligence, elle est vraiment surtout côté back, sauf un petit peu pour la partie gestion de fichiers, où j'utilise 2-3 bibliothèques pour afficher des fichiers, tout ça. Donc, tout ça, c'est Atrium. La seule exception, c'est effectivement OnlyOffice, où là, en fait, j'ai fait une intégration OnlyOffice traditionnelle, c'est-à-dire la même que vous pouvez retrouver avec Nextcloud ou autre. Et le principe d'un OnlyOffice, en fait, c'est que quand je vais cliquer là, alors je vais le réouvrir, c'est pas grave. Quand je vais cliquer là, en fait, il va envoyer le fichier à OnlyOffice, donc qui est sur un serveur qui peut être complètement distinct. D'ailleurs, le serveur peut être complètement distinct. Là, en l'occurrence, il est sur le même serveur et en plus, il est lui-même reverse proxyé par Atrium. Mais ça, c'est parce que j'ai choisi de faire comme ça, mais j'aurais pu faire complètement différemment. Il aurait pu être sur un serveur complètement ailleurs. Il va envoyer le fichier à OnlyOffice. OnlyOffice va l'éditer. Et là, en fait, le fait de mettre Atrium Office, c'est juste une astuce. J'ai juste mis une petite image qui cache le logo OnlyOffice. Voilà, vous savez tout. Même les secrets les plus inavouables. Ensuite, on va éditer dans OnlyOffice. Donc ça, c'est du pur OnlyOffice. Et après, quand on va fermer le fichier, OnlyOffice va avoir une URL de callback qui va lui permettre de repousser le fichier. Donc via, en l'occurrence, un post web. Donc qui est en WebDAV, c'est ça aussi. Lui repousser le fichier sur une URL qu'on lui aura donnée. Quelque chose que je n'ai pas montré d'ailleurs justement parce qu'il y a des mécanismes, ces mécanismes-là sont intéressants.
Tac, tac, voilà. Il y a des mécanismes de partage du coup, parce que pour pouvoir pousser des fichiers et les récupérer sur une URL, il faut que l'URL qu'on donne à OmniOffice, elle soit autoporteuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'entête, etc. Donc il faut que je puisse mettre toute la sécurité dans une query. Dans une query d'URL, quoi. Et donc là, du coup, il y a des mécanismes. Alors, c'est pas le seul. En fait, Atrium peut retrouver son jeton de sécurité soit dans un cookie, soit dans un en-tête, soit dans une query. Et là, dans les cas où on veut faire du partage, par exemple, si je fais partage avec Toto, ici, je vais pouvoir partager un fichier et ce qui lui va me créer. Donc, si je le fais en navigation privée pour vous montrer, lui, il va me créer une query en fait qui correspond exactement à ce fichier que je viens d'ouvrir. Et donc, on voit voilà, que le jeton de sécurité est dans la query. Et là, si vous amusez à regarder le code, ce qui est rigolo, c'est que donc le jeton lui-même est chiffré et la ressource que j'accède, elle est entièrement, le chemin de la ressource est entièrement contenu dans le jeton, qui fait qu'on ne peut pas utiliser le jeton pour aller normalement récupérer un autre fichier. Donc c'est normalement assez bien testé d'un point de vue sécu, et moi je suis très sensible à ça. Dans les contributions possibles aussi, il y a du pentest. C'est-à-dire si vous avez envie d'essayer de montrer que j'ai faux et que j'ai laissé une faille de sécurité, je serais bien entendu ravi si vous la trouvez et que vous m'en parlez discrètement avant qu'elle soit mise sur la place publique. Voilà, donc du coup c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Il y a un partage qui est fait sur un fichier, c'est envoyé à l'OmniOffice et il y a la callback. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question de curiosité, je connais pas bien, c'est quoi un reverse proxy? Alors, un reverse proxy, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est une bonne question. Non, mais il y a pas du tout de questions idiotes, bien au contraire, c'est vraiment, j'aurais probablement dû commencer par là. Un reverse proxy, en fait, c'est un serveur, un service qui va interroger un autre serveur et proxifier, c'est-à-dire tunneler, mais via du web, les requêtes et les réponses de cet autre serveur. Donc typiquement, là, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus simple, là, mon pom.dag.alpha.orlan.com, donc c'est mon serveur. Quand je suis dans mon navigateur, je vais atterrir là-dessus et mes requêtes, elles vont partir vers ce serveur-là, elles vont revenir vers moi en tant que navigateur. Donc moi, ce que je vais voir, c'est Atrium et donc c'est pom.dag.alpha.orlan.com. Par contre, lui va envoyer des requêtes à example.com. Il va récupérer les réponses et il va me les renvoyer. Donc il va jouer ce rôle de proxy. Donc en soi, ça n'a pas d'intérêt si c'est juste pour faire ça. C'est un intérêt quand on veut avoir ça en frontal devant des domaines qu'on possède et qu'on ne veut pas forcément exposer. Typiquement, c'est le cas de mon OmniOffice. Là, ici, si je vous montre la conf d'OmniOffice, OmniOffice, je ne veux pas l'exposer directement sur Internet. Il est en HTTP ou en HTTPS avec un certificat autosigné. Donc il n'est visible que de l'intérieur du serveur lui-même. Et par contre, Atrium, lui, peut le voir et l'exposer proprement avec un certificat donc sur le bon port déjà, parce que si je voulais plusieurs services sur le même serveur, je pourrais avoir qu'un seul service sur le port 443. Donc là, ça me permet de partager le port, qui est le port HTTPS standard. Et ça me permet également d'avoir donc les mécanismes de TLS devant, l'HTTPS devant, et les mécanismes de sécurité que j'ai choisis. C'est-à-dire, typiquement, dans le cadre d'OmniOffice, il n'y en a pas, puisque je veux, en fait, en soi, il est ouvert sur Internet, c'est pas gênant puisque de toute façon il y a d'autres mécanismes de sécurité qui sont intégrés à OmniOffice qui permettent de vérifier que le fichier que je lui envoie, j'ai bien le droit de lui envoyer. Par contre, il y a des choses comme par exemple mon monitoring de containers, j'ai pas envie qu'il soit ouvert sur Internet et c'est là où j'ai mis en place la sécurité. Donc si j'ai pas de jeton Atrium, il va pas me laisser passer, comme je l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que c'était clair? Ok, j'ai un peu mieux compris. Ok. Et j'avais une deuxième question. Ouais. Je me permets. Pour vous, c'est quoi le niveau de compréhension en A5 Rust qu'il faut pour, disons, développer un serveur web moins compliqué que ça, un peu plus classique Alors ça, c'est une excellente question. en mode de production. Voilà, donc en gros, à part le bout dur que je vous ai montré, le reste, il n'y a pas besoin de se poser ces questions-là de npin, de pin, etc. Donc en gros, si vous avez un serveur qui va juste faire par exemple de l'interaction avec de la base de données, donc vraiment le truc classique, API REST classique, je discute avec une base de données, donc avec un ORM, vous utilisez Diesel, CORM, d'autres, etc. Machin. Je récupère finalement ce que me donne ma base de données, et je le remonte, et l'inverse, je prends mes structures, je les désérialise et je les envoie à la base de données pour les enregistrer. Tout ça, il n'y a jamais en fait besoin de se poser ces questions compliquées, d'unpin, etc. C'est juste quand on commence à manipuler le système de fichiers et des choses qui fonctionnent sous forme de flux,
Typiquement, un fichier, il fonctionne sous forme de flux, surtout si on veut pas le charger en mémoire en bloc. Où là, commence à y avoir ces questions à se poser. Mais normalement, moi j'ai fait d'autres applis perso, hein, j'ai fait pas mal d'applis perso en Rust pour différents besoins. Dans toutes les autres, il n'y a pas du tout ces questions-là. Voilà. Donc c'est pour ça que, sincèrement, faire un serveur web classique, c'est-à-dire une API REST, base de données avec Exum, c'est pas beaucoup plus compliqué que de la faire en Go ou en Node. Voilà. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même toute la partie Rust qu'il faut connaître, hein, la partie ownership, etc. Les itérateurs, tout ça, ça peut servir, encore on peut s'en passer. Donc il y a quand même besoin de connaître le langage, mais j'allais dire les bases du langage, ça suffit vraiment pour faire une appli web. Et si on a envie, la marche par rapport à un truc en Go, en Node, est pas énorme, honnêtement. Et du coup, là, c'est déjà déployé parce que je vois que tu utilises le domaine grandlion.com. Et du coup, c'est déjà déployé en prod. Et c'est quoi la gouvernance que tu vois un peu pour ton projet open source Alors, pour l'instant, il n'y a pas de gouvernance, ça se discute. Pour l'instant, en fait, moi, je joue un rôle d'éditeur et on s'en sert en fait de deux manières différentes au Grand Lyon. Moi, après, je m'en sers perso, mais ça, c'est mes affaires. Et d'autres s'en servent perso, mais au Grand Lyon, on s'en sert à deux endroits différents. Donc, en ce qui n'est pas vraiment de la prod, c'est pour ça que ça a choqué certains quand je me suis connecté en route sur la machine. Ça, ce sont des machines de test. C'est des machines qui sont chez Scaleway, en fait, c'est du grandlion.com, mais c'est un sous-domaine DNS qu'on a délégué qui est dans le cloud Scaleway et dont on se sert vraiment pour faire de la démo, du test. Et le cas d'usage, c'est exactement celui que je montrais sur NoCoDB. On veut tester NoCoDB, on n'a pas envie de demander un serveur à la prod, on n'a pas envie d'attendre, etc. On monte le serveur dans Scaleway, on monte Atrium et après on peut mettre plein de services facilement, les reverse proxy avec sans souci de certificat. Donc ça, c'est un cas d'usage. Donc c'est de la prod dans le sens où on s'en sert pour une vraie activité professionnelle qui est du test, mais c'est pas de la prod parce que les services qu'on teste ne sont pas en prod. Donc ça, c'est un cas d'usage. L'autre cas d'usage où là, c'est vraiment de la prod, mais c'est plus de l'interne, même s'il y a des services qui après sont réexposés sur Internet via encore un jeu de proxy F5 et autres, c'est la partie filtrage OpenID Connect pour des services en interne qui font pas ça par défaut. Donc là, on a des services, alors vraiment, de donner un exemple pas très sexy, mais on a un machin qui brasse énormément de statistiques sur les projets, qui est fait en Python par un collègue, qui permet d'avoir des dashboards. Ce truc-là n'avait pas de mécanisme d'authentification. En mettant Atrium devant, ça nous fournit le mécanisme d'authentification. Et là, il y a un mode, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a même un mode qu'on appelle Single Proxy qui permet de masquer le front, en fait, et d'avoir juste la partie OpenID Connect là-dessus. Et ça, c'est de la prod, pour le coup. Ouais. Vous me dites quand on arrête, parce que moi je prends les questions tant qu'il y en a, mais bon, s'il faut arrêter. Je vais pas prendre du temps. Moi ça me gêne pas, mais... Du coup, tu as une gestion d'utilisateur dans Atrium. Ouais. Est-ce que cette gestion d'utilisateur peut être récupérée par des applications qui sont derrière, genre, est-ce que ça peut faire office de LDAP en gros, qui pourrait permettre par exemple d'avoir un sync thing qui a les utilisateurs qui sont les mêmes que les utilisateurs de Atrium? Alors, peut-être parce qu'il y a une API qui permet de récupérer l'utilisateur et qui permet d'avoir une introspection sur l'utilisateur. En fait, elle est utilisée là. C'est-à-dire là, typiquement, si je clique là, je vais avoir une introspection sur moi-même à partir de mon jeton d'identité qui va me dire voilà qui je suis et voilà quel utilisateur. Donc, en utilisant cette API ailleurs, on pourrait le faire, mais c'est probablement une très mauvaise idée. Je m'explique. Atrium lui-même se fédère sur un IDP OpenID Connect. Et donc, si on veut partager et faire du SSO, il vaudrait mieux utiliser un truc qui est fait exprès, comme un Keycloak par exemple, OpenID Connect, plutôt que de confier ça à un usage détourné d'Atrium. Donc, ça serait possible, mais ce n'est pas le cas d'usage privilégié. Et je pense que ça serait une mauvaise idée en termes d'architecture. D'accord. C'est pas le but actuellement, quoi. Hein? C'est pas le but, quoi. C'est pas le but, non, c'est pas un IDP. Vaut mieux utiliser. Voilà, Keycloak fait ça très bien. Là, il est plutôt lui tendance à s'adosser à un IDP pour le faire. Mais il y a le web service qui permet effectivement, une fois que je suis connecté, de juste en passant une requête sur un endpoint, de récupérer le contenu de mon jeton. Parce que le jeton étant chiffré en fait en tant qu'utilisateur, il n'est pas signé, il est vraiment chiffré, donc je n'ai pas l'accès au contenu du jeton en tant qu'utilisateur. Par contre, je peux le renvoyer sur un endpoint qui me dit qui je suis. Et donc, théoriquement, on pourrait probablement le faire, mais je
pense pas que ce soit une bonne idée d'un point de vue architecture. Du coup, je ne vais pas aller a priori, sauf si on me prouve le contraire. Après, on peut discuter de tout, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, ma première impression serait de ne pas aller dans cette direction-là pour ce produit-là. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention.